en les couloirs de pierre de Persépolis, où l'écho des pas semblait obéir à la volonté du trône, une histoire commença à se forger que les anciens chroniqueurs osèrent à peine nommer. Ce ne fut pas une guerre ni une défaite militaire qui ouvrit la brèche, mais quelque chose de plus silencieux et dangereux, un désir interdit né au cœur même du pouvoir. Le roi qui gouvernait un empire sans frontières visibles, l'homme qu'on appelait le roi des rois, découvrit trop tard que toute autorité ne peut s'imposer par décret. Dans l'année que nous situons aujourd'hui autour de 479 avant notre ère, le monde perse vivait un contraste brutal. D'un côté, des banquets interminables, des colonnes couvertes de reliefs, des étoffes teintes avec des pigments qui valaient leur pesant d'or. De l'autre, une cour surveillée par des regards qui n'oubliaient rien, où chaque geste pouvait devenir un signal politique. Dans ce scénario, le luxe n'était pas seulement un plaisir, c'était un langage, une menace, une promesse. Et le silence, plus que la parole, dictait les règles de survie. Xerxès, héritier d'une dynastie qui se présentait comme élu des dieux, avait commandé des armées qui semblaient impossibles à compter. Les chiffres répétés par les historiens parlent de forces si vastes qu'elles obscurcissaient l'horizon. Cependant, à l'intérieur du palais, loin des champs de bataille, ce même homme se montra incapable de maîtriser une obsession qui ne pouvait être prononcée à voix haute. L'ironie est cruelle. Celui qui pouvait ordonner le destin de millions perdit le contrôle de lui-même. La cour perse n'était pas un lieu de romance ni d'impulsion libre. Là, le mariage était un outil, un contrat scellé pour assurer des alliances, des héritages et la stabilité. Les femmes de la famille royale comprenaient cette logique avec clarté. Elles savaient qu'une attention indue pouvait être aussi dangereuse qu'une accusation publique. C'est pourquoi, lorsque le regard du roi se posa sur l'épouse de son propre frère, ce ne fut pas une histoire d'amour qui naquit, mais une tension mortelle. Chaque rencontre visuelle, chaque cadeau discret, chaque promesse voilée, ajoutait du poids à une balance qui menaçait de se rompre. Les chroniqueurs grecs, toujours attentifs au scandale de l'ennemi oriental, décrivirent ce moment comme le début d'une décadence morale. Mais même sans exagération, le danger était réel. Dans un système où la famille royale représentait l'ordre du cosmos, briser une norme interne équivalait à défier la stabilité de l'empire. La femme au centre de cette attention n'était pas naïve. Elle comprenait qu'accepter signifiait tout perdre. Sa résistance constante ne fut pas un acte de fierté, mais de lucidité. Ainsi, au milieu de salons éclairés par des torches et de couloirs recouverts de tapisseries, une étincelle s'alluma que personne ne sut éteindre. Les rumeurs commencèrent à glisser comme des ombres, et la question devint inévitable. Que se passe-t-il lorsque l'homme qui incarne la loi décide de l'ignorer? L'histoire qui suit n'est pas seulement un récit de cour et de trahison, mais un ancien avertissement qui résonne encore aujourd'hui. Le pouvoir absolu, lorsqu'il devient intime, peut détruire ceux-là même qu'il prétend gouverner. Pour comprendre la gravité de ce qui allait se produire, il est nécessaire de s'arrêter sur l'ampleur du monde que Xerxès gouvernait. L'Empire perse n'était pas seulement une étendue de territoires conquis, mais une structure soigneusement soutenue par des rituels, des hiérarchies et des symboles. Des côtes de la Méditerranée orientale aux plaines orientées vers l'Inde, des millions de personnes vivaient sous un même souverain, convaincus que son autorité n'était pas humaine, mais presque sacrée. Le roi ne gouvernait pas seulement. Il représentait l'équilibre entre le ciel et la terre. Dans ce contexte, la famille royale était bien plus qu'un noyau domestique. C'était l'axe autour duquel tournait la stabilité politique. Les frères du roi n'étaient pas de simples parents, mais des piliers du système. Macistès, l'un d'eux, n'était pas une figure secondaire. Fils de Darius et commandant respecté, il incarnait la loyauté et la continuité de la dynastie. Son mariage n'était pas une affaire privée, mais un acte politique qui consolidait les alliances internes et renforçait l'image d'unité. C'est pourquoi, lorsque l'attention du roi se détourna vers l'épouse de Macistès, le geste acquit une dimension inquiétante. À la cour, rien n'était innocent. Un cadeau pouvait être interprété comme un message, une invitation comme une menace. Les serviteurs observaient, les conseillers calculaient, et les rumeurs grandissaient sans besoin de mots explicites. L'obsession du roi commença à se remarquer non par des actes publics, mais par des silences inconfortables et des décisions apparemment mineures qui altérèrent l'équilibre quotidien. La femme en question comprenait mieux que quiconque la fragilité de sa position.
Ce n'était pas une jeune femme inexpérimentée, mais une figure mature, consciente des règles non écrites qui régissaient le palais. Accepter l'attention du souverain signifiait trahir son époux, mais la refuser impliquait de défier l'homme le plus puissant du monde. Sa résistance constante fut en ce sens un acte de survie. Chaque refus était un pari sur la raison dans un environnement où la volonté du roi était généralement loi. Hérodote, l'historien qui racontera plus tard ces faits, a souligné un détail essentiel. Le roi a évité la coercition directe. Non pas parce qu'il manquait de moyens, mais parce qu'il comprenait que la force ouverte aurait trop tôt exposé la fracture interne. Il a préféré la voie de l'insistance voilée, des promesses ambiguës, de la pression invisible. Cette stratégie, loin de résoudre le conflit, l'a approfondie. Elle a transformé un désir personnel en un problème structurel. Dans les sociétés anciennes, l'ordre familial et l'ordre politique étaient inséparables. Quand l'un se fissurait, l'autre ne tardait pas à le suivre. L'obsession du roi ne menaçait pas seulement un mariage, mais la confiance entre les membres de l'élite. Les nobles commencèrent à se demander jusqu'où le souverain était prêt à aller, et ce qui se passerait si aucune règle ne suffisait à le contenir. Ce fut le véritable début de la chaîne d'événements. Non un acte visible, mais une tension soutenue, une attente chargée de peur. Dans les couloirs du palais, où le pouvoir se manifestait habituellement avec solennité, on commença à respirer quelque chose de différent. Le sentiment que le plus grand empire du monde était mis en péril par une bataille silencieuse, livrée non sur les champs de guerre, mais au sein de la famille royale. Avec le temps, ce qui avait commencé comme une tension contenue cessa d'être un secret efficace. Dans une cour où chaque geste était observé et chaque absence interprétée, le silence aussi parlait. Les rumeurs n'avaient pas besoin de preuves. Il suffisait de l'intuition collective que quelque chose s'était déplacé de sa place. Les conseillers baissèrent la voix, les serviteurs évitèrent les regards directs et les nobles apprenaient à mesurer leurs paroles avec une nouvelle prudence. L'obsession du roi, encore sans nom public, commençait à projeter une ombre. Massistès, le frère, continuait de remplir ses devoirs. Il dirigeait des troupes, administrait des régions et se présentait devant le trône avec la loyauté attendue d'un pilier de l'Empire. Mais même lui percevait le changement. Dans le monde perse, le déshonneur était rarement annoncé de front. Il était insinué par des gestes, des retards, des préférences inexplicables. La distance émotionnelle du roi se transforma en une inquiétude politique. Que signifiait le fait que le souverain altéra l'harmonie familiale sans explication? La femme qui avait rejeté le roi devint, sans le vouloir, un symbole de résistance silencieuse. Son refus constant n'était pas un défi ouvert, mais une façon de préserver l'ordre. Elle savait que n'importe quel faux pas pourrait entraîner non seulement son destin, mais celui de ses enfants et de son époux. Dans une culture où l'honneur familial équivalait à la stabilité sociale, sa fermeté acquérait un poids extraordinaire. Rejeter le roi, c'était maintenir une frontière invisible qui protégeait tout le monde. Mais les frontières invisibles arrêtent rarement celui qui est habitué à les franchir. N'obtenant pas ce qu'il désirait, le roi opta pour une voie plus élaborée. Il décida de faire du temps un allié. Au lieu d'insister directement, il chercha une solution qui semblerait légitime, voire bénéfique pour la dynastie. Ainsi naquit l'idée d'un mariage qui, en apparence, renforcerait les liens familiaux et dissiperait tout soupçon. En réalité, ce serait le début d'une transformation encore plus dangereuse. L'annonce de l'union entre le prince héritier Darius et Artaïntès, fille de la femme qui avait résisté au roi, fut accueillie par des célébrations officielles. De l'extérieur, le lien semblait une manœuvre politique impeccable. Deux branches de la famille royale s'unissaient, renforçant la continuité du pouvoir. Banquets, cérémonies et cadeaux scellèrent l'alliance sous le regard satisfait de la cour. Tout était conçu pour projeter la stabilité. Cependant, sous la surface du rituel se cachait une logique inquiétante. En liant son fils à cette famille, le roi assurait la présence constante de la mère au palais. Ce qu'il n'avait pu obtenir par insistance directe s'approchait désormais sous la protection de la tradition. Le désir se déguisait en stratégie et la stratégie se présentait comme un devoir dynastique. Cette décision révéla quelque chose d'essentiel sur la psychologie du pouvoir.
Lorsqu'une autorité absolue rencontre une limite, elle s'arrête rarement. Elle cherche à redéfinir les règles. Le mariage, qui devait être un pilier de l'ordre, devint un outil d'accès. Et avec cela, la cour comprit que le danger n'était pas passé, il avait seulement changé de forme. Ainsi, ce que beaucoup célébraient comme une solution élégante était, en réalité, le prélude d'un conflit majeur. La stabilité que promettait l'union cachait une tension accumulée, prête à éclater. Au cœur de l'Empire, l'équilibre se maintenait par la coutume et l'apparence, mais plus par conviction. Et quand la conviction disparaît, même les rituels les plus sacrés peuvent devenir des armes. Le mariage royal fut présenté comme une célébration de l'ordre et de la continuité, mais à l'intérieur du palais, on percevait un malaise difficile à cacher. Les cérémonies s'étendirent sur des jours, accompagnées de musique, d'offrandes et de discours soigneusement répétés. Tout était conçu pour convaincre la cour et les provinces que la dynastie se renforçait. Cependant, pour ceux qui connaissaient les codes internes du pouvoir, la magnificence du rituel ne parvenait pas à faire taire une suspicion persistante. Quelque chose dans cette union ne collait pas tout à fait. Artantès, désormais épouse de l'héritier, se retrouva soudain au centre d'un réseau d'attentes contradictoires. En tant que princesse et belle-fille du roi, elle devait incarner la modestie, l'obéissance et la discrétion. Mais elle était aussi jeune, nouvellement arrivée dans un environnement où chaque mouvement était observé. Dans le monde perse, la proximité du trône n'était pas un privilège innocent. Elle impliquait une surveillance constante et une pression qui pouvait étouffer. La nouvelle position d'Artantès la protégeait en apparence, mais l'exposait aussi. Le roi, quant à lui, interpréta le succès du mariage comme une confirmation de sa ruse. Il avait transformé un refus en une opportunité, un rejet en une présence quotidienne. Il n'avait pas besoin de mots ni de gestes publics. La proximité suffisait, la normalisation des rencontres sous le toit du palais. Le pouvoir, lorsqu'il est exercé de cette manière, n'est pas perçu comme une violence ouverte, mais comme une inévitabilité. Personne n'ordonne, personne ne crie, et pourtant, la volonté de l'un s'impose sur la vie des autres. Les anciens chroniqueurs ont signalé ce moment comme un tournant. Le roi n'agissait plus seulement comme souverain, mais comme quelqu'un qui confondait le destin de l'Empire avec le sien propre. Dans les sociétés antiques, cette confusion était dangereuse. Le souverain devait représenter la stabilité du cosmos. Lorsque ses décisions étaient guidées par des impulsions personnelles, cela était interprété comme un signe de désordre universel. Ce n'était pas une simple faute privée, mais un présage. La cour commença à s'adapter à cette nouvelle réalité avec l'arme la plus ancienne de la survie, le silence. Les conseillers évitaient les confrontations. Les parents feignaient de ne pas voir l'évidence et les serviteurs apprirent à se déplacer comme des ombres. Ce climat rappelle des dynamiques modernes où l'abus de pouvoir se perpétue non par consensus, mais par peur des conséquences. Lorsque l'autorité devient imprévisible, la prudence se transforme en complicité involontaire. Pendant ce temps, la reine Amestris observait. Son rôle n'était pas passif. En tant qu'épouse du roi, elle représentait la continuité rituelle et la dignité de la famille royale. Son autorité ne s'exerçait pas sur le champ de bataille, mais dans le contrôle des symboles, des cérémonies et des châtiments sociaux. À ce moment-là, elle maintenait encore l'apparence d'harmonie, mais chaque geste calculé indiquait qu'elle recueillait des informations. À la cour perse, la patience était une forme de pouvoir. Ainsi, sous l'éclat des festivités et le calme apparent, le palais devint un espace chargé de tensions. Ce qui avait commencé comme une stratégie pour cacher un désir se transforma en un scénario où chacun savait que quelque chose se préparait. La question n'était plus de savoir si l'équilibre se briserait, mais quand et comment. Dans un empire bâti sur des rituels, la rupture la plus dangereuse était celle qui se produisait en silence. La proximité constante finit par altérer le rythme même de la vie au palais. Ce qui était autrefois une succession prévisible de rituels et d'audiences commença à prendre un ton inquiétant, comme si le temps était devenu plus dense. Artantès, désormais installé au cœur du pouvoir, comprit que sa nouvelle position ne lui conférait pas de contrôle, mais de l'exposition. Dans un environnement où l'autorité se manifestait par des faveurs et des silences, la jeunesse se transformait en vulnérabilité. Chaque pas, chaque regard,
pouvait être interprété comme un message qu'elle n'avait pas choisi d'envoyer. Le roi, habitué à ce que les limites cèdent avec le temps, interpréta la normalité comme une permission. Il n'y eut ni proclamation ni geste visible pour le public. La pression s'exerçait dans les interstices du protocole, dans les moments qui ne laissaient aucune trace écrite. C'est ainsi qu'opèrent les abus de pouvoir les plus persistants. Ils n'ont pas besoin de violence explicite, mais de l'asymétrie absolue entre celui qui décide et celui qui dépend. Dans ce climat, la résistance devient silencieuse et le consentement, une illusion fabriquée par la peur. Les récits anciens soulignent que rien de tout cela ne se produisit dans le vide. La cour était un organisme attentif, sensible aux changements d'humeur du souverain. Les rumeurs commencèrent à prendre forme, et avec elles, l'anxiété. L'héritier Darius, lié à son rôle de prince et d'époux, se retrouva pris dans un réseau d'attentes contradictoires. Dans les monarchies antiques, le primogéniture devait être un exemple d'ordre. Tout signe de fracture dans son mariage était une menace directe à la continuité dynastique. La stabilité de l'avenir se mesurait en grande partie à l'harmonie du présent. Pendant ce temps, la reine Amestris continuait d'observer. Son expérience lui permettait de lire les signes que d'autres préféraient ignorer. Dans la culture perse, les symboles étaient plus éloquents que les mots. Une invitation répétée, un privilège accordé hors de propos, un vêtement remis au mauvais moment. Tout avait un sens. La reine comprenait que si l'ordre se brisait, ce ne serait pas par un acte isolé, mais par une chaîne de décisions que quelqu'un devait arrêter. Ce fut dans ce contexte que le roi, dans un geste aussi solennel qu'imprudent, offrit un serment sans condition. Promettre n'importe quoi était une formule chargée d'un poids rituel. Dans le monde antique, la parole du souverain n'était pas une courtoisie. C'était un acte qui engageait les dieux, la noblesse et le trône lui-même. En le prononçant, le roi n'essayait pas seulement d'assurer la loyauté ou la proximité, mais il se plaçait lui-même dans un piège créé par la tradition. Artentès comprit la portée de ce serment avant beaucoup d'autres. Dans une cour où les objets représentaient le statut et la vérité, elle choisit non pas un bijou ni une concession, mais un symbole. Ce qu'elle demanda n'était pas un simple cadeau, mais une preuve silencieuse capable de rendre visible ce qui était caché. La demande transforma une relation ambiguë en une évidence impossible à nier. À cet instant, l'équilibre précaire se rompit. Le serment obligeait le roi à choisir entre deux désastres, trahir sa parole ou exposer une fracture intime devant toute la cour. L'histoire perse avait connu des conflits, des conspirations et des rébellions. Mais rarement un geste apparemment insignifiant avait concentré une telle charge politique et émotionnelle. Le destin du palais commença à tourner autour d'un objet qui, sans verser une seule goutte de sang, révélerait la vérité que tous craignaient de nommer. La décision du roi fut prise en silence, mais ses conséquences résonnèrent dans chaque recoin du palais. Tenir le serment signifiait ouvrir une porte qui ne pourrait plus se refermer. Refuser, en revanche, aurait mis en doute la sacralité de sa parole, un pilier essentiel du pouvoir perse. Dans les empires anciens, un souverain pouvait perdre une bataille et continuer à gouverner. Mais perdre l'autorité morale de sa promesse était un risque plus grand. Ainsi, piégé par son propre geste, le roi choisit la voie qu'il croyait la moins dangereuse, sans comprendre que les deux menaient au même abîme. L'objet demandé changea de main sans cérémonie. Il n'y eut ni proclamation ni témoins officiels, juste la discrétion tendue des serviteurs et la certitude que rien de vraiment caché ne le reste très longtemps. Dans une cour où les symboles parlaient bien plus fort que les décrets, ce transfert fut immédiatement interprété. Les couloirs, habitués au murmure, se remplirent d'une compréhension muette. Il n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit. L'ordre avait été violé. Lorsqu'Artentès apparut portant ce symbole, le message devint impossible à ignorer. Ce ne fut pas un acte de provocation ouverte, mais une affirmation silencieuse d'une promesse tenue. Dans les sociétés ritualisées, ces gestes équivalaient à des déclarations publiques. Ce qui n'était auparavant que des rumeurs prit la forme d'une évidence visible. La cour, qui avait appris à détourner le regard, ne pouvait plus feindre l'ignorance. Le scandale n'eut pas besoin de mots. Il reposa sur l'éloquence de l'évidence. La reine Amestris comprit la portée du moment avec une clarté glaçante.
Sa réaction ne fut ni immédiate ni impulsive. Dans la logique du pouvoir ancien, la patience était une forme de force. Amestris savait qu'affronter le roi de manière directe aurait affaibli sa position. Son autorité se construisait sur le contrôle du temps et des rituels. Avant d'agir, elle devait s'assurer que chaque pas renforcerait sa place et défrait celle de ses adversaires. Les chroniqueurs ultérieurs décrivirent la reine comme une figure redoutable, mais cette image simplifie souvent une réalité plus complexe. Amestris n'agissait pas seulement par offense personnelle. Dans son monde, l'humiliation de la reine consort équivalait à une fracture de l'ordre symbolique. Si la reine perdait sa place, le message pour l'élite était dévastateur. Aucune hiérarchie n'était à l'abri. Sa réponse devait donc restaurer un équilibre qui n'existait plus. Pendant ce temps, le roi commença à percevoir l'étendue de son erreur. Ce qu'il avait imaginé comme une solution privée se transforma en un problème public. Les conseillers mesurèrent leurs paroles. L'héritier devint plus distant et la cour entière se tendit en attendant une réaction inévitable. Dans les contextes de pouvoir absolu, le danger ne surgit pas toujours du défi externe, mais de l'accumulation de silence interne. Ainsi, le palais entra dans une phase nouvelle et plus sombre. La vérité avait été exposée sans nécessité d'accusation formelle. Le symbole avait rempli sa fonction. Désormais, le conflit se déplaçait du domaine de l'occulte à celui de l'inévitable. La question n'était plus de savoir qui savait quoi, mais qui paierait le prix d'avoir franchi une limite qui n'aurait jamais dû l'être. La réaction de la reine ne se manifesta pas immédiatement en paroles, ni en gestes visibles. À la cour perse, la vengeance était rarement impulsive. Elle se concevait avec la même précision qu'une cérémonie. Amestris comprenait que la force ne résidait pas dans l'emportement, mais dans l'utilisation intelligente des traditions. Son autorité reposait sur d'anciens rituels que tous respectaient, même le roi. Et parmi eux, il y en avait un particulièrement puissant. Le jour où la souveraine pouvait demander n'importe quoi et l'obtenir sans objection. Ce jour approchait, et avec lui, une opportunité irréversible. Tandis que le palais tentait de retrouver une apparence de normalité, la tension montait sous la surface. Les banquets continuaient, les audiences avaient lieu et les messagers partaient vers les provinces. Mais l'atmosphère était chargée d'une attente inquiétante. Tous savaient que la reine avait vu ce qu'elle ne devait pas voir. Et dans un système où l'humiliation publique équivalait à une rupture de l'ordre, personne ne doutait qu'il y aurait des conséquences. Amestris choisit avec soin l'objectif de son action. Elle ne visa pas directement le roi ni la jeune femme au centre du scandale. Dans la logique du pouvoir perse, le châtiment devait être exemplaire et, surtout, symbolique. En dirigeant sa demande vers l'épouse de Macistès, la reine non seulement désignait celle qu'elle considérait responsable, mais elle envoyait un message clair à toute l'élite. La transgression des limites aurait un coût que personne ne pourrait ignorer. Ce n'était pas une question de jalousie personnelle, mais de restaurer une hiérarchie blessée. Quand le jour désigné arriva, le palais se prépara pour une célébration qui, en apparence, devait réaffirmer la générosité du trône. Traditionnellement, ces occasions servaient à accorder des faveurs, à libérer des dettes ou à distribuer des honneurs. Cependant, cette fois, l'air était différent. La demande de la reine, formulée calmement et sans élever la voix, tomba comme un lourd silence sur les présents. Le roi, pris au piège par la même tradition qui lui avait donné le pouvoir, ne put refuser sans saper sa propre légitimité. Ce qui suivit ne fut pas un éclatement immédiat, mais une série de décisions qui transformèrent une dispute familiale en un avertissement public. Les sources anciennes décrivent l'épisode avec des tons extrêmes, et de nombreux historiens modernes mettent en garde contre d'éventuelles exagérations. Néanmoins, le message essentiel est clair. La reine utilisa le poids de la coutume pour imposer un châtiment destiné à effacer une identité sociale. Dans le monde antique, perdre son statut équivalait à disparaître de la scène politique. La cour comprit la signification sans avoir besoin de détails. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une démonstration d'autorité. L'humiliation transformée en exemple avait un but: dissuader tout défi futur. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle proclamation. Personne ne célébra, personne ne commenta.
la festivité se transforma en un rappel que le pouvoir, lorsqu'il se sent menacé, peut recourir à ses traditions les plus sévères. Ainsi, ce qui avait commencé comme une obsession privée culmina dans une scène qui marqua toute la dynastie. L'équilibre ne fut restauré qu'en apparence. Sous la surface, la blessure demeurait ouverte. Le prix payé ne referma pas le conflit. Il le déplaça vers une étape encore plus dangereuse. Au cœur de l'Empire, la loyauté s'était brisée et la voie vers une rupture définitive était déjà tracée. Les conséquences ne se limitèrent pas à l'intérieur du palais. Lorsqu'une sanction exemplaire est exécutée au cœur du pouvoir, son écho voyage plus vite que n'importe quel messager. Les nobles commencèrent à mesurer chaque mot, chaque alliance, chaque silence. La leçon était claire. La famille royale n'était plus un refuge de stabilité, mais un terrain imprévisible où une proximité indue pouvait entraîner des générations entières. Dans ce climat, la confiance, le véritable ciment de l'Empire, commença à se fissurer. Macistès comprit que le message ne s'adressait pas seulement à une personne, mais à lui-même. Frère du roi, général éprouvé et administrateur efficace, il avait cru que la loyauté était suffisante pour garantir une protection. La réponse qu'il reçut démontra le contraire. Dans les systèmes où le pouvoir est concentré sur une seule figure, la proximité peut se transformer en risque. L'humiliation infligée à sa famille transforma l'obéissance en amertume et l'amertume en détermination. Ce ne fut pas une réaction impulsive, mais le résultat d'une certitude. L'ordre qu'il avait juré de servir n'existait plus. L'histoire ancienne décrit souvent ce moment comme la naissance d'une menace, non pas une conspiration ouverte, mais la possibilité d'une rupture majeure. Les provinces orientales, riches et lointaines, offraient un terrain propice au refuge et au soutien. Dans ces provinces, l'autorité du trône se faisait moins immédiate et un nom de sang royal pouvait rallier des sympathies. Les chroniqueurs grecs reconnurent le schéma. Lorsque l'injustice atteint un membre éminent de la dynastie, la périphérie devient un espoir. Le roi, conscient du danger, réagit rapidement. L'expérience lui avait appris que les menaces ne devaient pas mûrir. Avant que les loyautés ne se réorganisent et que les rumeurs ne se transforment en engagement, il décida d'agir. Il n'y eut pas de débat public ni de tentative de réconciliation prolongée. Dans le langage du pouvoir absolu, prévenir équivaut à imposer. Le mouvement fut présenté comme une mesure de sécurité, une action destinée à préserver l'unité de l'Empire. Ce qui suivit scella la rupture définitive. L'élimination d'une branche de la famille royale ne fut pas seulement une décision politique, ce fut un geste qui altéra la perception du trône. Si même les liens du sang pouvaient être coupés au nom de l'ordre, quelle protection restait-il pour les autres? La peur remplaça la loyauté et la prudence se transforma en suspicion. L'Empire, encore vaste et puissant, commença à se regarder lui-même avec méfiance. Les historiens ultérieurs interprétèrent cet épisode comme un avertissement, non par l'ampleur des châtiments, mais par la logique qui les a soutenus. Lorsque les normes sont appliquées pour dissimuler des erreurs privées et que les traditions sont utilisées comme des armes, le résultat est une stabilité apparente et une fragilité profonde. La dynastie survécut, mais elle resta marquée par un souvenir inconfortable que personne ne voulait évoquer à voix haute. Ainsi, le scandale né d'un désir non résolu finit par redéfinir la relation entre pouvoir et famille. L'Empire apprit, à un coup silencieux, que l'autorité sans limite claire peut se dévorer elle-même. Et bien que les palais restèrent debout et les rituels continuèrent, quelque chose d'essentiel s'était perdu à jamais. L'illusion que le trône était un espace sûr, même pour ceux qui en étaient le plus proches. Avec le temps, le souvenir de ces événements ne s'est pas dissipé. Il s'est transformé en rumeur, en avertissement et en récits répétés avec prudence. À la cour, personne n'avait besoin de mentionner des noms pour comprendre de quoi l'on parlait. Il suffisait d'allusions à cette crise pour que le silence revienne dans la salle. Le règne de Xerxès continua, mais il ne fut plus perçu de la même manière. L'éclat du pouvoir restait intact. La confiance, non. Les écrivains grecs, qui observaient l'Empire de loin et souvent avec hostilité, trouvèrent dans cette histoire un matériau irrésistible. Ils la présentèrent comme la preuve d'une décadence morale inévitable,
comme si l'excès et la démesure étaient des traits inhérents au monde perse. Cependant, les historiens modernes avertissent que ces sources mélangent faits et intentions politiques. L'exagération servait à construire un contraste commode. Un « eux » corrompu face à un « nous » vertueux. Pourtant, même en filtrant la propagande, le schéma reste troublant. Il ne s'agissait pas d'un épisode isolé, mais d'une dynamique récurrente dans les systèmes de pouvoir concentrés. Lorsque l'autorité ne trouve pas de limites effectives, les erreurs privées ont tendance à devenir des problèmes publics. Les traditions conçues pour maintenir l'ordre peuvent être utilisées pour masquer ou légitimer des décisions qui le sapent. Dans ce cas, l'Empire ne s'est pas effondré à cause d'une invasion extérieure, mais s'est affaibli de l'intérieur, par une chaîne de silence, de serments imprudents et de châtiments exemplaires. La figure d'Artintès, souvent réduite par les récits anciens à un symbole de scandale, mérite une lecture plus complexe. Elle fut une pièce dans un engrenage qui la dépassait, piégée entre des attentes familiales, des rituels inflexibles et une asymétrie de pouvoir impossible à équilibrer. Son histoire révèle une vérité inconfortable. Dans les palais anciens, comme dans de nombreuses structures modernes, la proximité du pouvoir ne garantit pas la protection. Parfois, elle la rend plus dangereuse. Amestris, de son côté, est restée gravée dans la mémoire comme une reine implacable. Mais même sa figure peut être comprise comme le produit d'un système qui exigeait des réponses extrêmes pour préserver l'autorité. Dans un monde où l'humiliation publique équivalait à une rupture cosmique, restaurer l'ordre nécessitait des gestes qui nous paraissent aujourd'hui difficiles à accepter. L'histoire ne l'absout ni ne la condamne. Elle la situe dans une logique qui a privilégié la stabilité à la compassion. Au final, la dynastie survécut, mais les dégâts furent profonds. La peur s'installa là où il y avait auparavant de la loyauté, et le soupçon remplaça la confiance. L'épisode devint une leçon transmise à voix basse. Le pouvoir absolu, lorsqu'il envahit la sphère intime, ne détruit pas seulement les relations, mais érode les fondements mêmes de l'autorité. C'est l'héritage silencieux de ce scandale. Non pas un récit d'excès pour le divertissement, mais un avertissement historique qui reste d'actualité. Les empires, anciens ou modernes, s'effondrent rarement d'un coup. Plus souvent, ils se vident de l'intérieur, affaiblis par des décisions que personne n'ose remettre en question avant qu'il ne soit trop tard. Avec le temps, l'histoire se referma comme une blessure qui ne finit jamais de cicatriser. L'Empire perse continua d'exister, les rituels se répétèrent, et le trône conserva son apparence de solidité. Cependant, pour ceux qui avaient été des témoins directs ou des héritiers de cet épisode, quelque chose d'essentiel avait changé. La cour apprit que la stabilité ne dépendait pas seulement des armées ni des richesses, mais de limites qui, une fois franchies, ne pouvaient être rétablies sans de profondes conséquences. Le règne de Xerxès fut marqué par un paradoxe inconfortable. Extérieurement, il était le souverain de l'un des plus grands empires que l'humanité ait connu. Intérieurement, son autorité avait été érodée par des décisions qui confondaient le désir personnel avec le destin collectif. Les nobles comprirent que la proximité du trône pouvait être aussi dangereuse que l'opposition ouverte. Ainsi, naquit une culture de prudence extrême, où la survie reposait sur l'anticipation des changements d'humeur du pouvoir, plutôt que sur une loyauté sincère. Les récits qui survécurent au siècle transformèrent cette histoire en symbole. Pour certains, ce fut la preuve d'une décadence inévitable. Pour d'autres, un avertissement sur les risques du pouvoir sans contrôle. La vérité historique se situe probablement entre ces deux extrêmes. Les sources grecques exagérèrent, les silences perses dissimulèrent, et le temps mêla fait et interprétation. Mais le noyau demeure, une chaîne de décisions privées fut suffisante pour altérer l'équilibre de toute une dynastie. Depuis un point de vue contemporain, l'épisode résonne avec une clarté inquiétante. Les structures hiérarchiques, anciennes ou modernes, montrent des schémas similaires lorsque l'autorité se concentre sans contrepoids. Le silence de ceux qui observent, la normalisation de ce qui est inapproprié et l'utilisation des normes pour protéger le pouvoir, au lieu de le limiter, n'appartiennent pas seulement au passé. L'histoire perse agit ici comme un miroir lointain, mais reconnaissable.
La tragédie ne réside pas uniquement dans les sanctions ou les ruptures familiales, mais dans la perte progressive de confiance. Lorsque la peur remplace la conviction, le système continue de fonctionner, mais vidé de son sens. Les rituels deviennent routine. La loyauté calcule et l'autorité, quelque chose à quoi l'on obéit, mais que l'on ne respecte plus. C'est le dommage le plus durable, celui qui n'apparaît pas toujours dans les chroniques, mais qui définit le destin des empires. Ainsi se conclut ce récit, non pas comme une histoire de scandale, mais comme un ancien avertissement. Le pouvoir qui ne reconnaît pas de limites finit par se retourner contre lui-même. Et lorsque cela se produit, ni la richesse, ni la tradition, ni la force militaire ne suffisent à restaurer ce qui a été perdu en silence. L'histoire de Xerxès ne nous parle pas seulement du passé, elle nous rappelle encore aujourd'hui que la véritable fragilité du pouvoir naît lorsque personne n'ose dire non.